Bon, donc ça sera enregistré comme ça éventuellement. Parce que en particulier, on a des oncologues ici qui auraient voulu venir, mais qui ont leur staff entre 12h et 13h, ou des RCP. Donc, si tu es d'accord, je leur donnerai le lien pour qu'ils puissent écouter. Volontiers. Mais, et cela dit, je voulais aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'il y a, là, il y a Melchior, bonjour Melchior, enfin, il y en a d'autres qui arrivent. Bonjour. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est pour les suivantes, c'est d'envoyer ma guide de distribution aussi. Il y a Lorraine qui m'a demandé aussi, donc je demanderai à chaque fois l'autorisation. Éventuellement, voilà. Alors, j'envoie un mail à tout le monde pour. Alors, staff. Ah non, il y a des boutons blanches, je ça a l'air d'être. Ça va, tu veux bien? Mais c'est bien passé. Oui, super. Bon, alors, tu vas faire ça le comble. C'est les invitations, c'est ce que j'en vois aussi, les table of contents. Globalement, il doit y avoir 200 personnes à peu près maintenant. Je pense pas que tout le monde va se brancher, t'inquiète pas. Mais après tout, c'est OK. Ah. Sur une touche, là. Ah. Comment on fait? Il y a trop de touches. Alors, on est presque à 5 minutes habituelles, mais si tu es d'accord, voilà. On va encore patienter un tout petit peu. Je vais peut-être pour une fois rester plutôt côté ordinateur, si jamais il se passe quelque chose. Sachant que je suis peut-être pas. Et donc, s'il redit quelque chose à la télé, il faut juste cliquer sur OK, c'est ça? Merveilleux. Allez, attends encore un peu. Entrée. Et Mélanie est en vacances, Marie. On commence? On fait quoi? Oui, on va commencer. Donc, 3 quarts d'heure, comme on disait, enfin, tu as le temps que tu veux, évidemment. Et après, quelques discussions. Alors, pour les gens qui sont branchés, là, c'est une première qu'on essaie de faire ça. Je ne suis pas complètement convaincu que pour la fluidité, on pourra vraiment répondre aux questions qui pourraient être sauf si vous avez des questions vraiment très, très urgentes. Et donc, on est très content de recommencer notre cycle de staff avec le docteur Julie Bellière, et non pas Pelletier, parce que je m'étais trompé sur une des invitations, donc qui connaît très bien les méficaciels aigus post-immunothérapie. Là, on en a encore un dans le service, et puis on en a de plus en plus. Donc, je lui ai demandé, et comme elle est à Toulouse, c'était bien de la faire venir jusque-là pour 3 quarts d'heure, mais peut-être pas. Donc, si elle acceptait que ça soit en Zoom, et donc c'est enregistré, je pourrais aussi récupérer les images et le texte, enfin bref, et le son. Donc, on t'écoute. Entendu. En tout cas, merci pour l'invitation. Effectivement, on va partager ensemble un petit peu les données de la littérature sur le sujet. Alors, pour bien situer le contexte, en situation de transformation de cellules malignes, donc quand un patient développe un cancer, son système immunitaire arrive normalement à le détecter et éliminer les cellules cancéreuses. Malheureusement, les cellules cancéreuses ont trouvé
des systèmes d'échappement tumoral en exprimant des molécules qui endorment ou qui rendent le système immunitaire anergique. Et ce qu'on va appeler immunothérapie, là, dans la présentation du jour, ce sont les molécules qui ciblent le checkpoint immunologique. Donc, comme vous le savez déjà, c'est une synapse immunologique entre une cellule qui va présenter l'antigène tumoral et un lymphocyte T antitumoral. Et quand ces molécules CTLA4 ou PD1 sont en présence de leur ligand, le lymphocyte T va se trouver amoindri dans sa fonction. Donc, la costimulation est inhibée, les réponses effectrices sont diminuées. Et donc, ces molécules sont logiquement devenues la cible de médicaments qui ont pour but de lever l'inhibition tumorale, donc de réactiver le lymphocyte contre la cellule tumorale. Donc, historiquement, ça a démarré par les anti-CTLA4 et puis après, il y a eu donc les anti-PD1, les anti-PDL1 qui sont parfois utilisés en combinaison. Et ce tableau est déjà un petit peu ancien, mais il vous montre bien l'essor des molécules, que ça soit contre des molécules classiques CTLA4, PD1, PDL1, LAC3 et puis maintenant d'autres inhibiteurs de checkpoint qui sont découverts et qui sont utilisés dans un grand nombre de situations antitumorales. Donc, souvent dans les cancers métastatiques, mais maintenant les indications sont un petit peu modifiées entre les traitements parfois néoadjuvants ou dans des protocoles de recherche. Initialement par le mélanome, le cancer du poumon, les plus pourvoyeurs, et puis les indications s'étendent actuellement. Donc ces médicaments sont très puissants et on prend le risque en les utilisant d'exacerber une auto-immunité sous-jacente et d'engendrer une rupture de tolérance, donc une perte de contrôle du système immunitaire qui peut être finalement systémique et concerner tous les organes. Donc, au niveau rénal, on en reviendra un petit peu tout à l'heure, mais ça peut donner donc surtout de la néphrite interstitielle aiguë ou de la nécrose tubulaire aiguë. Et puis, s'il y a un système d'activation des lymphocytes B, ben, des maladies médiées par les anticorps. Et l'un dans l'autre, que ce soit l'activation T ou B, on assiste à de l'insuffisance rénale aiguë et par-delà la maladie rénale chronique, ce qui peut aussi gêner la suite pour l'accès aux chimiothérapies et aux futurs oncologiques. Donc cette thématique, elle a pris un peu plus d'importance ces dernières années et voici le plan de l'exposé que je vous propose pour en parcourir les différents aspects. Alors en termes d'épidémiologie, on va vraiment parler d'une épidémie des immunothérapies. Ici, vous avez un petit peu le recours aux molécules et puis le nombre de cas d'insuffisance rénale aiguë et puis de néphrite interstitielle depuis plusieurs années. Donc vous voyez que les thérapies ciblées et les immunothérapies prennent de plus en plus de place. Donc en tant que néphrologue, on est de plus en plus confronté à cette situation. Et parmi les toxicités immuno-induites, le rein reste quand même une atteinte assez rare. En tout cas, 5% des toxicités sont rénales. Donc, on n'est pas au premier plan, on est après l'endocrinologie, après les manifestations cutanées, après les troubles digestifs. Mais bien sûr, quand le rein est concerné, il y a des conséquences plus importantes pour les choix thérapeutiques. Donc, si on regarde en termes de fréquence rapportée dans la littérature, quand les patients sont exposés aux inhibiteurs de checkpoint, il y en a 17% qui vont faire un épisode d'insuffisance rénale aiguë. Et bien sûr, cela mélange et confond des causes prérénales obstructives qui sont possibles comme chez tout patient. Et quand après on fait les diagnostics différentiels et qu'on retient uniquement l'imputabilité de la molécule, on tombe sur ce chiffre de 5%. Donc, une fréquence assez faible, mais des conséquences importantes. Alors, une des problématiques, c'est celle de l'imputabilité, c'est-à-dire diagnostiquer une néphrite interstitielle aiguë, c'est assez logique et assez facile avec un faisceau d'arguments, surtout histologique. Ce qui est plus compliqué, c'est de faire le lien avec l'immunothérapie. Et pour ça, il faut effectivement bien essayer de comprendre la physiopathologie et les facteurs de risque pour avoir des arguments et imputer la molécule au tableau clinique. Alors, comment est-ce qu'on explique actuellement ces néphrites interstitielles sous immunothérapie? Donc, tout ça, pour l'instant, c'est des physiopathologies qui sont proposées. Il y a rien eu de vraiment démontré au niveau fondamental.
on pense qu'il y a des effets indésirables immunologiques à distance du site tumoral. Donc, vous avez le système immunitaire qui euh, est dirigé contre un épitope tumoral et il va y avoir une reconnaissance de cet épitope ou en tout cas une proximité moléculaire qui fait que le système immunitaire va attaquer d'autres organes que ce soit le cœur pour la myocardite ou le rein pour la néphrite, avec donc un antigène tissulaire qui ressemble à un antigène tumoral, en tout cas un environnement qui promeut une rupture de tolérance. Donc, soit on dit qu'on avait des lymphocytes T qui étaient là de manière clonale, qui préexistaient, et l'immunothérapie va finalement les réactiver. Et probablement aussi qu'il y a des rôles avec des médicaments, on va en parler tout à l'heure ou alors des clones qui déjà étaient autoréactifs vis-à-vis de l'épithélium rénal. Il y a aussi donc des maladies liées aux auto-anticorps et puis des cytokines avec notamment donc là CXCL10 ou la voie de l'interféron CXCL9 qui sont importants pour l'inflammation et qui ont déjà été détectés dans les tissus. Donc là, pour l'instant, c'est voilà, des hypothèses physiopathologiques. Ce qui va aider probablement dans les années à venir, c'est que maintenant, il y a un modèle animal disponible avec en tout cas une équipe qui a proposé de mimer la néphrite avec des injections d'anti-PDL1. Et donc, peut-être que le fait d'avoir maintenant un modèle animal va nous permettre de mieux comprendre la physiopathologie de cette néphrite. A priori, donc, les cellules T résidant mémoire, notamment les CD103, jouent un rôle important. Elles ont été aussi détectées dans les biopsies de patients et elles seraient au cœur de cette réaction auto-immune. Donc ça, c'est un petit peu pour les données les plus fondamentales actuellement disponibles à ce jour. On n'a pas de cascade moléculaire précise dans cette maladie. Dans 93% des cas, on aura une néphrite tubulo-interstitielle aiguë avec ces images que vous avez déjà vues d'infiltrats panachés CD4, CD8. Et les atteintes glomérulaires sont quand même beaucoup plus minoritaires, donc 7% des cas, mais auxquels peut s'associer de la néphrite interstitielle aiguë. Et puis, il existe aussi des troubles hydroélectrolytiques isolés, donc je ne vais pas les détailler ici, mais dans cette revue, c'est très détaillé spécifiquement. Et on peut aussi avoir uniquement des atteintes rénales, ou en tout cas, le néphrologue est concerné par des troubles hydroélectrolytiques isolés qui peuvent être en lien avec l'immunothérapie. Alors pour ce qui est glomérulaire, c'est vraiment du coup beaucoup moins fréquent et puis c'est pas vraiment le sujet du jour. Donc je vous les cite. Il y a à la fois des case reports et puis maintenant des mini-séries de toutes les glomérulopathies qui ont été décrites sous inhibiteurs checkpoint, que ce soit les IgA, les GEM. Donc nous on avait du coup rédigé cet article en collaboration avec l'équipe parisienne, les syndromes néphrotiques, et puis toutes les formes sont possibles. Et ce qui est intéressant dans ce petit cas clinique, c'est que on peut faire une atteinte une fois et puis faire une autre atteinte plus tard qui soit une atteinte différente. Donc vraiment, je pense que c'est une illustration pour être très vigilant sur les visages que peuvent prendre ces toxicités rénales. On a de tout, tout est possible, que ça soit voilà, des fibrillaires, des amyloses, quasiment presque tout a été décrit. Et donc, la néphrite reste la majorité des cas, la néphrite interstitielle classique, mais il faut bien avoir en tête qu'il peut y avoir des atypies ou des composantes humorales avec des réactions auto-immunes qu'il faut savoir dépister ou détecter, prendre en charge. Alors, quels sont les facteurs de risque de ces réactions auto-immunes en néphrite? Alors, on peut le proposer un peu comme une maladie auto-immune avec une prédisposition génétique et puis des agressions. En termes de prédisposition génétique, pour l'instant, il n'y a que cet article-là qui s'est intéressé à cette question. C'était d'essayer de savoir si, chez des patients qui avaient un mélanome, il y avait des prédispositions aux événements indésirables immunologiques. Et au niveau de la néphrite, il y a donc ces 3 gènes qui ont été proposés avec des différences observées dans le nombre de variations de copies. Donc pour l'instant, c'est quand même très préliminaire, mais effectivement, il y a peut-être des susceptibilités génétiques.
Ensuite, le sexe ratio, il est plutôt en faveur des hommes, et c'est des données qui sont à confirmer, c'est pas très clair. Et après, par contre, ce qui est très bien décrit, c'est qu'il va y avoir une première agression qui peut fabriquer, ou en tout cas préparer le terrain pour la réaction immunologique suivante. Donc, quand on a une maladie rénale chronique, on est plus exposé à la survenue d'une néphrite et cette réaction est proportionnelle à la sévérité de la maladie rénale. Plus le DFG est bas, plus le risque relatif de néphrite sous immunothérapie augmente. Pour les maladies auto-immunes, bien sûr, si on est déjà porteur d'un lupus ou d'une maladie auto-immune, le risque est important. Cette étude qui portait sur en fait une étude de la clonalité chez des patients également porteurs d'un mélanome s'est intéressée à étudier le répertoire TCR chez les patients. Et finalement, les patients qui faisaient des effets indésirables immunomédiés étaient ceux qui avaient une grande diversité du répertoire TCR avant l'exposition. Donc finalement, l'auto-immunité sous-jacente peut être prédictive de la survenue d'événements indésirables. Et plus on a une diversité dans les clones TCR, plus on a un risque d'expansion d'un clone sous inhibiteur checkpoint. Ça, c'est assez logique. Et donc, bien sûr, si on a une prédisposition auto-immune, elle va s'exacerber. Et pour les glomérulopathies, là, je vous ai mis un peu le détail. En principal, en fréquence, on est sur des vascularites 30%, 20% de LGM et puis des GNC3. Et puis après, on a vraiment de tout. Ce qui compte également de manière prépondérante, c'est l'exposition aux médicaments, donc à des médicaments autres que l'immunothérapie. Et vraiment, on fait un focus sur les inhibiteurs de pompe à protons, qui, vous le savez, peuvent être des néphrotoxiques, puisque quand on expose des cellules tubulaires à de l'oméprazole, on induit de la nécrose. Donc l'IPP lui-même est un pourvoyeur de stress cellulaire et est une circonstance dans laquelle on va exposer des antigènes tubulaires. Et cette association a été confirmée, validée dans des grandes séries maintenant. Quand le patient utilise un IPP sous immunothérapie, il triple son risque de survenue de néphrite interstitielle aiguë. Donc, les IPP représentent un véritable danger en ce qui concerne les néphrites. Il y a aussi également un surrisque d'autres toxicités, y compris les colites, et surtout, il y a un risque d'amoindrir et de diminuer l'effet antitumoral de l'inhibiteur checkpoint, notamment par la modification possible du microbiote. Donc, je vous passe, il y a énormément d'articles qui confirment cette association statistique. Ici, c'est une série française, donc je l'avais mise en avant. Les patients qui sont exposés aux inhibiteurs du checkpoint et aux IPP ont un risque important de développer des néphrites. Là, on est sur des séries de plus de 13 000 patients et on confirme ce risque qui est entre 2 et 3 fois plus. Alors, cette année est sortie cette étude intéressante avec le test LTT pour voir si les lymphocytes pouvaient proliférer en présence d'une molécule pharmacologique chez des patients qui avaient eu des néphrites. Et donc, les auteurs proposent deux modèles, soit que ça soit le pembrolizumab, en tout cas l'inhibiteur du checkpoint lui-même, qui soit la cible de la réaction médicamenteuse, ou alors, inversement, un clone qui a été ciblé, qui est spécifique contre un IPP, par exemple, va se retrouver stimulé sous pembrolizumab. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore très clair, mais il y a voilà, des pistes pour vraiment penser que les médicaments sont des facteurs aggravants de ces néphrites interstitielles aiguës. Enfin, le dernier facteur de risque identifié, c'est le type de cancer, avec, quand on compare la fréquence des événements indésirables, la néphrite survient plus souvent chez les patients qui ont présenté un cancer du tractus génito-urinaire, ce qui abonde et ce qui alimente la théorie selon laquelle on va avoir des antigènes de proximité entre le rein et la tumeur. Même si, bien sûr, on voit aussi des néphrites chez des patients qui ont des mélanomes et des cancers du poumon. Ensuite, la question de savoir s'il y a plus de néphrites chez des patients qui ont des cancers avec des métastases à distance, ça, c'est une question qui est à clarifier parce qu'il y a plusieurs études qui sont contradictoires sur ce point. Donc peut-être qu'on aura la réponse ultérieurement.
Donc, si on se résume jusqu'à maintenant, on essaye d'expliquer cette néphrite avec une prédisposition génétique, des facteurs de risque qui vont promouvoir une souffrance rénale avec une exposition d'antigènes rénaux et un second hit qui est l'immunothérapie elle-même qui va finalement lever les freins et déclencher la réaction auto-immune. Alors, c'est encore plus vrai s'il y a une double immunothérapie. Vous voyez que le risque augmente significativement, surtout avec les doubles associations ipilimumab-nivolumab. Et voilà, pour l'instant, un petit peu ce qu'on peut décortiquer et ce qu'on sait sur cette séquence de survenue. Alors après, ce qui vous préoccupe le plus, je pense, c'est les questions cliniques autour des néphrites interstitielles aiguës. Et du coup, j'ai eu la chance de participer au groupe de travail et nous avons rédigé les recommandations communes entre la FITC et la SFNDT sur ce sujet. Et donc, voilà, je vais reprendre un petit peu les points de repère quand on est face à une suspicion de néphrite interstitielle aiguë chez un patient qui a de l'immunothérapie. Donc, je pense que vous avez tous eu des patients, voilà, par exemple, un patient de 71 ans, adénocarcinome bronchique, qui a reçu 4 cycles de traitement associant une chimiothérapie et une immunothérapie, donc carboplatine, préméthexène, et puis des injections de pembrolizumab. Alors que vous avez une créatininémie autour de 50 micromoles par litre, vous constatez une insuffisance rénale aiguë et vous vous posez la question de la biopsie. Donc la démarche diagnostique, elle doit être très rigoureuse, elle doit reprendre finalement les facteurs de risque que je viens de vous citer. Est-ce qu'il y a une maladie rénale chronique préalable? Est-ce que le patient a une auto-immunité? Est-ce qu'il a été exposé à des IPP? Quel est le type de cancer? Et est-ce qu'il a une double immunothérapie? Ensuite, se poser la question, est-ce qu'il a des signes extrarénaux? Est-ce qu'il a d'autres effets indésirables? Alors ça peut passer un petit peu inaperçu parce que des fois, c'est juste une ou deux plaques de vitiligo. C'est la mise sous lévothyrox pour une hypothyroïdie. C'est finalement des glycémies qui se décompensent parce qu'il y a un authentique diabète auto-immun qui s'ajoute à un diabète préexistant. Donc, il faut être très vigilant sur ce que le patient vous décrit comme symptômes survenus depuis l'immunothérapie. Et ensuite, il y a un paramètre très important qui est la chronologie, c'est d'essayer de bien comprendre à partir de quand sont survenues les anomalies rénales. Alors, quand on regarde la littérature, ça peut être très précoce, jusqu'à vraiment 3 semaines. Il y a même des case reports avec 2, 3 jours, et puis des toxicités très tardives, même après l'immunothérapie. Mais en moyenne, il faut retenir le chiffre de 14 semaines. Donc, vraiment, c'est là que le risque est le plus important et la probabilité que l'immunothérapie soit en cause va augmenter quand vous vous approchez de cette fenêtre de tir. S'il y a une autre toxicité d'organes, ça va aussi renforcer la suspicion et c'est le cas dans un patient sur deux. Donc c'est vraiment très fréquent que les patients aient une cytolyse, voilà, des troubles digestifs, des troubles thyroïdiens. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte. Et vous voyez que c'est survenu pour certains avant l'immunothérapie ou de manière concomitante. Ensuite, en termes de biologie, c'est un petit peu décevant parce qu'il n'y a pas de signe très spécifique. Il ne faut pas du tout attendre l'hyperéosinophilie au premier plan comme les patients qui font de l'allergie. On n'est pas du tout dans un mécanisme allergique, on est dans un mécanisme immunitaire auto-immun avec des réactions lymphocytaires T plutôt CD4, CD8 et on n'est pas dans une réaction allergique. Donc il y a une leucocyturie qui est inconstante, en tout cas présente chez un patient sur deux, et en général une présentation tubulaire avec une protéinurie de faible rang qui va jusqu'à 1 gramme par gramme. L'imagerie peut nous aider, surtout si vous observez une néphromégalie, en général bilatérale, et ça peut se voir assez bien comme c'est des patients qui ont des scanners de surveillance réguliers. C'est intéressant de mesurer les reins et d'observer s'il y a une néphromégalie. Les reins sont parfois hyper échogènes à l'échographie. Le TEP scan va devenir vraiment un outil diagnostique adjuvant parce que donc là, c'est une série de 24 patients comparés à 20 patients qui nous dit que dans une équipe entraînée avec des médecins nucléaires sensibilisés à la question, on peut avoir des fixations du FDG qui suggèrent la néphrite. Donc chez les patients qui n'ont pas la possibilité d'être biopsiés, il est utile de se poser la question du TEP scan.
Toujours attention à l'obstruction et vigilance de ce côté-là, puisque nous avons eu aussi dans le service, et là ça a été rapporté, des obstructions liées à des urétérites immunitaires, donc avec vraiment des dilatations piélocalicielles qui provenaient d'une atteinte immunomédiée de l'urtère. Donc bien, vraiment, même si on vous dit l'échographie est normale, etc., vérifiez bien. Ensuite, si on n'a pas d'obstruction, se pose la question de la biopsie. Et donc cet examen, on va peser le bénéfice-risque. On va le faire d'autant plus volontiers si l'insuffisance rénale est sévère, qu'il n'y a pas d'explication médicamenteuse, qu'il y a une protéinurie atypique avec bien sûr des anomalies immunologiques. Et puis si elle est faisable, la biopsie, il faut vraiment la faire pour avoir une certitude diagnostique. Bien sûr, quand c'est un rein unique multikystique et qu'il y a des difficultés, on va se reposer la question en cherchant un faisceau d'arguments sur d'autres événements indésirables, la prise d'IPP et parfois décider d'une corticothérapie à l'aveugle si la biopsie est impossible. Cependant, on a proposé, et on l'a écrit comme ça dans les recommandations, de systématiquement proposer la biopsie parce que l'attitude de proposer des corticothérapies à l'aveugle, elle a un risque. Parce que déjà, elle risque d'exposer les patients à des corticoïdes alors qu'il n'y a pas besoin. Donc, les corticoïdes vont baisser l'efficacité de l'immunothérapie. Et puis surtout, on va priver le patient de son immunothérapie alors qu'il n'en a pas besoin au niveau de la toxicité rénale. Donc finalement, on a une réflexion sur la fréquence de la nécrose tubulaire aiguë qui peut aussi se voir à cause des chimiothérapies ou d'autres médicaments et qui permet de continuer l'immunothérapie. Donc si le patient a uniquement de la nécrose tubulaire aiguë, il va pouvoir continuer le traitement. Et ça, cette fréquence, on a fait un travail là qu'on présenterait à la SFNDT à Tours, avec l'incidence de la nécrose tubulaire aiguë qui est bien plus importante que rapportée dans les 2 premières séries internationales. Et finalement, il faut vraiment aller à la biopsie tant qu'on peut pour finalement prouver qu'il n'y a pas de néphrite et permettre aux patients de continuer l'immunothérapie. On a un petit peu revu la place de la biopsie, non plus comme une confirmation du diagnostic de néphrite, mais plutôt comme la recherche d'un diagnostic alternatif. Ce qui est sûr, c'est que la biopsie ne doit pas retarder la mise en place du traitement. Et donc, si après vous avez une forte suspicion, il est toujours possible de démarrer les corticoïdes quelques jours en attendant que la biopsie soit possible. Ensuite, en termes d'aspect thérapeutique, c'est l'arrêt de l'immunothérapie. Si on confirme qu'il y a une néphrite interstitielle importante, on arrête l'immunothérapie. Les corticoïdes, la place des bolus par rapport à la voie orale, ça dépend de la sévérité et puis de l'existence de troubles digestifs associés. En général, on ne dépasse pas 80 mg par jour. Et puis, la décroissance n'est pas codifiée. Et ce qui va probablement être important à prendre en compte dans la réflexion collégiale, c'est la demi-vie des molécules, avec des molécules qui sont très variables. Vous voyez, il y en a qui ont des demi-vies très longues, de l'ordre de 30 jours. Et comme c'est des molécules qui passent par le recyclage là, des FcRn et des un recyclage endocytaire, il y a quand même une exposition prolongée aux médicaments, même si le patient n'a pas reçu sa perfusion. Donc, il faut adapter. Pour l'instant, on préfère personnaliser la décroissance de la corticothérapie en fonction de l'évolution plutôt que de faire un protocole précis. Donc, que ce soit les Américains ou les autres sociétés savantes, on est dans cet ordre d'idée-là. De toute façon, on est sur du 0,5 ou 1 mg kilo à diminuer sur 4 à 6, voire 8 semaines. Et cette étude de petit effectif, parce qu'elle était de 14 versus 13 patients, avait comparé un schéma de corticoïdes de 3 semaines versus 6 semaines et n'avait pas vu de différence. Par contre, pour l'instant, je pense que ces données ne sont pas suffisamment solides pour réduire la durée de corticothérapie à 3 semaines pour tout le monde, notamment quand c'est des formes sévères. Il faut rester sur une corticothérapie de 6 semaines quand il y a une néphrite importante. Donc, on attend une amélioration au plus tard à 4 semaines.
Donc, si l'évolution est favorable, et bien sûr qu'il y a une mauvaise tolérance de la corticothérapie, on peut diminuer plus vite. Mais nous, ce qu'on fait à Toulouse, en tout cas, je pense dans d'autres centres aussi, on laisse 1 mg/kg jusqu'à au moins 4 semaines et on diminue que si vraiment on a une très bonne évolution. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre comme réponse et puis comment on informe le patient? Est-ce qu'on peut prédire la réponse au traitement sur les données histologiques? Alors ça, c'est assez décevant parce qu'il y a eu donc plusieurs travaux assez exhaustifs sur l'infiltrat, le typage des cellules immunitaires et finalement, ce qui ressort, c'est que la fibrose, c'est-à-dire que les patients fibreux sur la biopsie ont une moins bonne réponse à la corticothérapie. Donc, c'est pas très innovant et on manque de marqueurs prédictifs de la corticosensibilité. Clairement, là, pour l'instant, on n'a pas encore les données. Par contre, on sait qu'il y a quand même 80% des patients qui vont être corticosensibles et donc le pronostic, il est globalement favorable. C'est-à-dire qu'en consultation, un patient qui a fait une néphrite interstitielle aiguë sous immunothérapie, on a plutôt tendance à le rassurer en disant qu'il y a 80% de chances que sa fonction rénale s'améliore ou se stabilise, ce qui est un message important à donner aux patients. Donc, il va y avoir 40% de réponses complètes, donc vraiment des patients qui vont retrouver leur créatininémie telle qu'elle était avant l'immunothérapie. Et puis, il y en a 45% qui vont pas forcément revenir exactement où ils étaient, mais en tout cas se stabiliser. Et effectivement, quand on a des formes fibreuses ou des patients qui ont eu des selles de platine, etc., on comprend bien qu'on ne peut pas non plus effacer complètement et revenir à la créatininémie antérieure au début du protocole oncologique. Heureusement, il n'y a que 15% des patients qui sont non répondeurs à la corticothérapie et souvent ce sont des patients qui ont un autre événement indésirable immunologique associé, par exemple des myocardites ou des atteintes plus sévères. Les facteurs de bon pronostic sont les formes liées aux médicaments. En fait, quand il y a un trigger médicamenteux et qu'on enlève ce trigger, ben, on va finalement faciliter la réparation rénale. Donc, les formes associées aux IPP ont un meilleur pronostic que les autres. Bien sûr, si le patient a été traité, il a une meilleure chance de récupérer. Donc, le recours à la cortisone est important et surtout dans les 3 jours quand on a une insuffisance rénale aiguë. Que faire des patients cortico-réfractaires? Donc, il y en a peu, mais par contre, quand on en a, il faut discuter une nouvelle biopsie rénale. Écarter bien sûr les problèmes d'observance de la corticothérapie. Et si sur la deuxième biopsie rénale, on confirme de l'activité, on discute une thérapie de seconde ligne qui peut être de l'anti-TNF ou de l'acide mécophénolique au cas par cas. C'est très important de rebiopsier, surtout si le patient n'a pas été biopsié initialement, parce que parfois on corrige des diagnostics, notamment sur des infiltrats B qui avaient pu être passés inaperçus. Nous, on a publié un cas de lymphome B de bas grade qui finalement avait pris l'aspect d'une néphrite interstitielle aiguë et sur la biopsie, c'était du lymphome. Donc, il faut être très vigilant quant aux infiltrats. Et puis, s'il y a un tableau de CIRS associé, ne pas hésiter à utiliser du tocilizumab voilà, quand il y a des réactions systémiques. L'infliximab, il joue sur le TNF et le TNF, il a un rôle dual à la fois pro et antitumoral, donc il a un rôle paradoxal parce que donc il a un rôle dans la mort des cellules, la mort cellulaire, mais en même temps, il va supprimer des molécules thérégulatrices et finalement, son blocage a été associé à une augmentation de l'immunité antitumorale et une aptitude à dépasser la résistance aux anti-PD1. Donc les résultats sont encourageants, surtout dans le mélanome, pour l'utilisation conjointe des anti-TNF et des inhibiteurs du checkpoint. Et donc maintenant, les anti-TNF font même partie de certains essais cliniques du mélanome. Donc, ce n'est pas du tout illogique d'utiliser l'infliximab pour les néphrites interstitielles aiguës cortico-réfractaires ou cortico-dépendantes. Il y a très peu de données dans la littérature. Il y a une étude sur 10 patients, avec 4 patients qui évoluent bien, 2 patients pour qui c'est moins net. Et donc, pour l'instant, on fait au cas par cas. Le mycophénolate, ça a pu marcher aussi, ça a été rapporté dans deux séries différentes. Et puis récemment, les anti-JAK
pourquoi pas. Après, du coup, l'utilisation ici d'infliximab dans ce case report. Donc, pour les effets, les patients cortico réfractaires ou corticodépendants, il y a une place à la rebiopsie et surtout, on en discute en général en RCP national d'onconéphrologie. Est-ce qu'on peut reprendre l'immunothérapie après une néphrite? En général, oui. Surtout si c'était une forme corticosensible liée aux médicaments, un patient qui est en réponse oncologique, un mélanome qui a besoin du traitement, on y va. Après, on a plus de réserves quand c'est un patient qui a fait une myocardique, puis de toute façon, il y a une contre-indication formelle. Et puis, bien sûr, quand il n'y a plus vraiment d'intérêt de l'immunothérapie, si le cancer a évolué, s'il a eu le nombre de perfusions suffisantes, ou alors s'il y a une atteinte glomérulaire, euh, parfois ça peut se discuter. Donc, on encourage en général la réexposition. 80% des patients réexposés ne vont pas rechuter, donc c'est aussi pour ça qu'on l'encourage. Et s'ils rechutent, ils sont corticosensibles pour 60% d'entre eux. Par contre, on essaye de le faire le plus tard possible vis-à-vis des oncologues. Alors, cette étude est venue remettre un petit peu en cause le caractère de 80% sans rechute. Là, on était plutôt sur 50%. Bon, ça reste à voir, mais en général, ça se passe plutôt bien. Et ce qui est important, c'est de dire que ce n'est pas en represcrivant des corticoïdes qu'on va apporter un bénéfice. Donc, si on reprend l'immunothérapie, on reprend sans cortisone. Et bien sûr, on peut en discuter à la RCP nationale. Le réflexe, surtout quand on reprend l'immunothérapie, c'est de ne pas réintroduire les IPP. Ce patient a pour exemple un IPP puis une néphrite interstitielle aiguë au nivolumab prouvée par la biopsie, bonne réponse à la cortisone et malheureusement il est réexposé à un IPP alors qu'il est sous atezolizumab et là il rechute de manière plus importante. Donc vraiment comme souvent on met corticoïdes et IPP, il faut s'empêcher de remettre les IPP aux patients qui ont déjà fait une néphrite. Quel est le pronostic rénal? Donc ça, on en a parlé. Et bien sûr, le pronostic rénal impacte le pronostic global. Donc les patients qui ont une survie rénale ont une meilleure survie. Ça, c'est pas très surprenant. L'IRA s'associe à une surmortalité et il y a une meilleure survie chez les patients dont l'IRA est lié à un inhibiteur de checkpoint en se disant que s'ils ont fait un effet indésirable, c'est qu'ils ont mieux répondu à l'immunothérapie. Donc finalement, c'est encourageant. Donc un effet indésirable immunologique est associé à une meilleure taux de réponse, une meilleure survie sans progression et une meilleure survie globale, sauf si vraiment on est passé dans le grade 3 et que l'atteinte rénale était tellement sévère qu'elle a affecté le pronostic. Il me reste quelques minutes pour les patients dialysés transplantés, donc c'est très peu. Juste pour vous dire que chez les patients dialysés, il y a plus de cancer, mais il n'y a pas de souci d'utilisation. Il y a une très bonne sécurité d'emploi. Attention par contre aux patients qui sont porteurs d'un greffon qui peuvent faire une intolérance. Et puis chez le patient transplanté, donc il y a une littérature débutante. Et puis c'est pas le sujet de l'exposé aujourd'hui, mais il faut faire attention aux orages cytokiniques. Nous on avait été amené à décrire un patient qui avait perdu son greffon dans un orage cytokinique à 7 jours de l'injection de sémiplimab. Et puis être vigilant. Donc il va y avoir plusieurs essais cliniques, là je passe pour respecter le temps, qui sont en Non, cours. mais prends le temps que tu veux, hein. Ah d'accord, comme je ne sais pas si on a le temps pour discuter. Euh, Vas-y, fais comme tu veux. D'accord, d'accord. Bon, enfin, la combinaison d'immunosuppresseurs, pour l'instant, elle n'est pas encore très bien définie. On sait que les facteurs de bon pronostic de tolérance, c'est-à-dire le patient transplanté rénal qui a de l'immunothérapie, c'est mieux s'il reçoit un anti-CTLA4 qu'un anti-PDL1, PD1. Le sémiplimab est moins risqué que Pimbro ou nivolumab. Et bien sûr, le nombre d'immunosuppresseurs compte. S'il a une trithérapie anti-rejet, ça se passera mieux. Il n'a que 17% de rejet par rapport à 39% si on le laisse en monothérapie. Les inhibiteurs d'mTOR ont leur place et si le patient est greffé depuis plus de 8 ans, on peut être aussi plus serein et bien sûr s'il n'a pas fait d'antécédent de rejet. Donc voilà, les essais cliniques prospectifs bien menés sont en cours pour définir la meilleure combinaison de traitements, mais c'est très difficile bien sûr. Donc on va avoir petit à petit les informations.
Quand au niveau un petit peu moléculaire, marqueur, etc., il y a une étude qui a essayé de faire la différence entre du rejet aigu et une néphrite interstitielle liée à l'immunothérapie chez les transplantés. Et ils ont trouvé que le gène IFI27, qui est marqueur de l'interféron inducible protéine, était peut-être intéressant pour faire la distinction entre un rejet T-médié et une néphrite interstitielle sous immuno chez un patient exposé. Donc c'est encore un petit peu débutant. En tout cas, je pense on n'est pas encore prêt à rédiger des recommandations pour les transplanter, mais les informations vont venir. En ce qui concerne les biomarqueurs, donc ça c'est vraiment la partie, voilà, le challenge à l'heure actuelle pour essayer de se passer de la biopsie. Dans le sang circulant, a priori, donc les patients qui ont une néphrite interstitielle ont plus de récepteurs solubles à l'IL-2. Donc ça a l'air d'être intéressant. En cytométrie de flux, les auteurs ont proposé un score avec cinq composants en estimant que ce score pouvait aider aussi à suggérer la survenue d'une néphrite. Mais bon, voilà, c'est pas des marqueurs très précis. Et on commence à avoir des données sur le single-cell RNA-seq des cellules mononucléées circulantes chez des patients qui font des toxicités rénales. Et pour l'instant, on est sur des abstracts de congrès ou des données préliminaires. Donc là, je n'ai pas encore les informations disponibles. Sur la biopsie, le fait de rechercher le PDL1, ça semble être un bon critère diagnostique. Donc, dans les cas où on a des infiltrats qui sont modérés, qui sont dans la fibrose, on a parfois du mal à dire que l'infiltrat, il est satellite de l'immunothérapie. Des fois, on se demande s'il est satellite de la fibrose. Et dans ces cas-là, a priori, l'expression rénale de PD1 et de PDL1 peut être utile. L'IL2 sur les biopsies peut aider aussi. Et après, nous, on est dans la thématique à Toulouse de recherche de marqueurs urinaires. Donc, on a été dépassé par les équipes concurrentes qui sont allées plus vite que nous, mais tout va dans le même sens, c'est-à-dire que vraiment les cytokines phares CXCL9 et CXCL10 et puis l'interleukine 5 sont des candidats vraiment très intéressants et très prometteurs pour essayer de faire des signatures urinaires de cette néphrite et donc essayer peut-être de se passer des biopsies. Donc, comment est-ce qu'on pourra surveiller les patients? Ça va être très important après une néphrite de les surveiller régulièrement et surtout de ne pas arrêter le suivi si le patient arrête l'immunothérapie parce qu'on a vu des réponses très tardives. Donc, je vous incite à inciter aussi vos collaborateurs oncologues à poursuivre les bilans biologiques, même si l'immunothérapie est arrêtée, surtout s'il y a eu un effet indésirable rénal. Donc, en point de repère, pour les mesures préventives vis-à-vis de ces néphrites, il faut traquer les IPP. La démarche diagnostique, elle est finalement très standard et il faut vraiment faire la biopsie, proposer la biopsie dès qu'elle est possible. Et puis, arrêter les IPP, prescrire les corticoïdes. Et les défis à venir sont plutôt sur le côté voilà, des biomarqueurs, du peptidome. Et j'espère qu'on pourra, dans quelques années, proposer un score non invasif. Donc nous, je fais de la publicité pour le projet NephriCheck. Donc ça va être le dépôt d'un PHRC national pour mettre au point un score clinico-biologique de la néphrite avec donc des marqueurs connus par la littérature. Nous, on a une cohorte de découverte peptidomique urinaire et on va essayer d'inclure tous les patients qui ont qui ont un diagnostic de certitude et en prenant leurs urines et leurs données cliniques, essayer de faire un score clinico-biologique de prédiction de la néphrite. Donc j'espère vous en reparler l'année prochaine ou à Tours si vous êtes là pour ces discussions d'onconéphrologie. Je vous remercie pour votre attention et donc si vous avez d'autres renseignements, il y en a qui figurent dans le document du bulletin du cancer qu'on a rédigé ensemble avec les collaborateurs. Ça reprend l'arbre décisionnel vis-à-vis de la biopsie.
Et puis, c'est très proche des recommandations de la société américaine qui sont sorties l'année dernière. Donc, on s'y retrouve sur les corticoïdes et surtout la biopsie rénale pour dépister la nécrose tubulaire aiguë qui permet d'arrêter la cortisone et de continuer l'immunothérapie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je réponds volontiers aux questions. Merci infiniment, c'était passionnant et d'une clarté. Voilà, très très bien. Alors, je suis sûr qu'il y a des questions, des commentaires. Elle nous entend. Tu nous entends pas? Oui, très bien. D'accord, parce que ce que vous avez dit, Ah oui, je pas tout savoir. Vous avez des questions, des commentaires? Moi, je voudrais, pardon, là, pour lancer. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur la place et comment est-ce que vous avez mis ça en place? C'est le cas de le dire pour le PET scan comme outil diagnostique, parce que c'est vrai que parfois un petit peu, là, il n'y a personne de l'outil nucléaire, je dis pas de bêtises. Enfin voilà, non, c'est pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut leur demander et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors non, pour l'instant, nous, on est balbutiant, donc on n'a pas ni repris nos patients, ni on ne l'a pas intégré en routine. Par contre, l'article là, c'est un GCI qui donne bien les valeurs de SUV, là, qui permettent, qui suggèrent en tout cas la présence d'une néphrite. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion à la lumière de cet article préliminaire avec les médecins nucléaires en leur disant, bah, ce patient, je ne peux pas le biopsier. Est-ce qu'on peut, par le scan, par le TEP scan, avoir un argument pour? Pour l'instant, on en est là. On n'a pas été. Enfin, voilà, Avec c'est à des, faire. avec des clichés tardifs, enfin des temps tardifs, etc. Oui. C'est Alors, ça. c'est décrit, voilà, c'est décrit dans l'article. Donc, ils ont décrit comment eux, ils ont analysé les TEP. Donc, je pense que voilà, un médecin nucléaire averti, en lui donnant la littérature, peut essayer de faire la distinction. Mais on est toujours gêné par l'excrétion urinaire du FDG, hein, c'est sûr. Donc, vas-y, Alexandre. Julie, merci beaucoup. Juste une question sur les stockings, parce que c'est vrai que nous, on les fait maintenant depuis quelques mois aussi, notamment tu vois, chez des patients qui arrivent avec un double traitement, maintenant classique, en tout cas pour le pneumologue, Alimta, Pimbro, qui font l'insuffisance rénale, avec de temps en temps des nécroses tubulaires liées au Pimbro, à l'Alimta, et de temps en temps plutôt l'ANIA ou à l'immunothérapie. Est-ce que ça arrive maintenant de temps en temps de prendre une décision juste sur les schémokines quand vous n'arrivez pas justement à faire la biopsie rénale? Non, pour l'instant, on est encore dans la validation du seuil. On travaille là sur le seuil de CXCL9 qui peut permettre d'être le plus optimal. Et je pense qu'il n'y aura pas un seul marqueur, mais il va falloir en associer. Parce que de faire tout reposer sur CXCL9, ça peut être complexe. Donc, c'est pour ça que je voudrais vraiment qu'on arrive à associer. Donc, on a commencé à faire le PD1 urinaire aussi. Et puis, peut-être qu'avec 3 ou 4 cytokines, on va arriver à des performances de sensibilité et de spécificité qui seront proches de celles de la biopsie. Donc, pour l'instant, nous, on est encore à faire la biopsie. Et voilà, j'espère qu'on aura des échantillons et que vous serez d'accord pour participer de manière nationale pour qu'on ait le plus d'arguments pour avoir un score robuste. Avec grand plaisir. Et tu as une idée un petit peu sur je sais pas, la diminution de ces marqueurs urinaires que vous utilisez chez vous en fait dans le temps? Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour décider de la durée de la corticothérapie, par exemple? Alors, le dosage est ce vendredi. Donc, voilà, on a 80 patients là avec leur suivi justement M1, M3 et on fait le dosage CXCL9 là, cette semaine. Donc, on est sur la question et surtout, ce qui pose, on aimerait bien trouver des marqueurs de cortico-résistance ou corticodépendance qui soient plus précoces que la créatininémie à 1 mois. Parce que sinon, comme c'est des formes fibrosantes, bien sûr que si on arrive à avoir dans les urines des marqueurs d'inflammation, on va pouvoir réajuster le traitement de seconde ligne plus tôt. Autre question. Moi, j'en ai une petite. Alors, comme tu as dit, c'était pas le sujet chez les patients transplantés, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même assez un problème vexant, comme on dit. À la SFT, on avait beaucoup discuté quand même d'une corticothérapie pour encadrer les injections
de pain rose, enfin, qui est l'inhibiteur du checkpoint. Qu'est-ce que tu penses de cette approche? Tu n'as pas l'air d'être passionné par ça, ou en tout cas enthousiaste. Non, non, après, tant que les oncologues, eux, autorisent, on va dire, la corticothérapie pour pas annihiler l'effet de l'inhibiteur checkpoint, je pense qu'il faut le faire. C'est ça, c'est que pour l'instant, on est sur une dose a priori de 20 mg, à partir de laquelle, si on a plus de 20 mg de corticothérapie, finalement, l'immunothérapie va être vraiment affaiblie. Donc après, il faut choisir entre le risque effectivement de réactivation et d'intolérance du greffon, et puis en même temps faire un traitement qui soit efficace et le plus possible. Donc pourquoi pas après, mais la question de la dose se pose quand même. Oui, non, mais je te dis, moi j'avais trouvé intéressant l'idée de monter justement à 15-20, juste pour encadrer, puis rebaisser pour les injections. Et je ne crois pas qu'il y ait de transplanteur cardiaque là, dans l'auditoire, mais c'est un problème qui est évidemment plus important pour des organes vitaux, Ah oui, oui. pas que le rein, même si je pense que c'est assez vital de garder sa greffe. Enfin, il y a toujours la dialyse, on va dire. Ok. Et vous allez jusqu'où sur les explorations cardiaques pour chercher une atteinte associée? Alors, on fait troponine ECG et après, les oncocardios font très facilement l'écho-cœur dans la journée. Enfin, voilà, aux consultations, on a le CG troponine. S'il y a un doute, ils ont l'échographie cardiaque le jour même. Et après, c'est l'IRM assez vite aussi dès qu'il y a une suspicion. Et l'association, je pense que j'ai loupé la slide, mais l'association atteinte cardiaque, atteinte néphro, je peux avoir une toute petite explication sur cette association qui est plus importante sur les toxicités? Alors, en tout cas, moi, j'ai pas vu de données dans la littérature de série qui rapportent la fréquence des myocardites chez les patients qui ont fait de la néphrite. Nous, on a de l'expérience de patients qui ont fait des toxicités synchrones, donc qui ont eu à la fois la myocardite et la néphrite à plusieurs reprises. Mais l'explication pourquoi est-ce que le patient qui fait une néphrite fait aussi une myocardite ou une myocardite et une néphrite, je pense que pour l'instant, elle n'est pas connue. Il y a des associations souvent myocardites avec des myosites et donc des formes, des chevauchements de continuité sur les formes musculaires. Souvent chez des patients qui ont des thymomes et puis qui ont des réactions aussi de myasthénie. Donc il y a souvent ces, ces spectres myopéricardite, myosite et myasthénie. Mais concernant l'association néphrite et myocardite, je pense que pour l'instant, on n'a pas d'explication nette. Oui, vas-y, je t'en prie. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez régulièrement des patients qui autonomisent un petit peu leur atteinte rénale alors même que l'immunothérapie a été arrêtée? Moi, je suis interniste et je vois pas mal de polyarthrite ou de PPR, de Horton, qui ont été déclenchés, en fait immunomédiés et qui récidivent à l'arrêt de la corticothérapie quelques mois, même quelques années après, alors même que l'immunothérapie a été arrêtée. Est-ce que vous le voyez au plan néphrologique aussi? Oui, 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 tout à fait. En tout cas, on voit des personnes qui sont corticodépendantes, parfois à haut degré, donc ça, on les rebiopsie tout de suite, et puis d'autres qui sont corticodépendantes plus faibles, plus faibles. Et à ce moment-là, c'est là qu'on se pose la question de la rebiopsie et de l'immunosuppresseur de seconde ligne. Et on a aussi des patients inversement qui ont fait, par exemple, des atteintes rhumatologiques paranéoplasiques sous corticoïdes. Et à l'arrêt de la corticothérapie pour le rhumatisme, parce que ça va mieux, la néphrite se déclenche. Donc ça, c'est aussi intéressant en disant des fois, on masque une néphrite associée à une atteinte rhumatologique parce qu'il y a la cortisone. Et une fois qu'on arrête la cortisone, on démasque la néphrite qui était sous-jacente. Ok. S'il y a... Ah, il y a encore une... Vas-y, Thibaut. Je rebondis sur la question sur la myocardite. L'équipe de la Pitié, qui a beaucoup travaillé sur les myocardites à l'immunothérapie, utilise pas mal l'abatacept, qui a un peu du sens physiopathologiquement comme traitement, éventuellement associé à un anti-JAK. Est-ce que c'est des choses qui ont été testées dans les néphrites réfractaires ou corticodépendantes
Alors, l'anti-Jack, oui, donc il y a un rapport sur le tofacitinib, alors que dans l'équipe là, de Joëlie Salem, c'est le ruxolitinib, je pense, qui était utilisé. Et là, non, pour les reins, on n'a, nous, jamais fait d'abatacept. On le fait, là, on a encore un cas en ce moment de myocardite sévère avec atteinte viscérale, méningite, etc. Donc là, oui, mais c'est plus pour les formes avec menace du pronostic vital. Et pour la néphrite, on n'a pour l'instant jamais eu besoin d'avoir recours à l'antidote. Mais c'est un peu ça, c'est l'antidote. Ok, bah écoute, merci vraiment infiniment. Donc, comme je le disais, c'est enregistré. Alors, il va falloir que tu me montres comment est-ce qu'on fait pour garder l'enregistrement. Et puisque tu m'as permis, je vais proposer éventuellement, puisqu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas être présentes ni en présentiel ni à distance, d'avoir ta présentation qui était vraiment tout à fait remarquable. Merci encore. Ben, merci pour votre invitation et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, j'arrête là. Donc, on a fait